Moi, je suis né au début des années 90. À l'âge de 3 ans, j'ai été diagnostiqué par un psychiatre, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se faisait, comme étant une personne trans. À l'âge de 3 ans, j'ai été diagnostiqué par un psychiatre, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se faisait, comme étant une personne trans. À l'âge de 3 ans, j'ai été diagnostiqué par un psychiatre, comme étant une personne trans. À l'âge de 3 ans, j'ai été diagnostiqué comme étant une personne trans. Concernant les convictions délirantes, il faut éviter de les contredire et de les approuver. Dire plutôt, c'est ta vision des choses, pas la mienne. Je ne comprends pas bien ce que tu dis là. Le plus important est de maintenir la relation avec le malade. Tous les jours, je me prenais des mademoiselles. À un moment donné, j'ai dit stop, je suis rentré chez moi à midi, je me suis mis sur le balcon et je me suis dit là en fait soit je saute, soit j'appelle ma mère et je lui dis que j'en peux plus. J'ai appelé ma mère et le lendemain, j'avais tous les rendez-vous nécessaires pour pouvoir commencer ma transition. J'ai toujours su que j'étais un garçon, j'ai toujours su que j'allais être papa plus tard, j'ai toujours su que j'allais avoir de la barbe par exemple. Et ça a été très douloureux à vivre, d'autant plus que je comprenais pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas véritablement de représentation de personnes trans. Donc c'est-à-dire que je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi en termes de genre, au niveau de mon identité, mais j'avais pas les mots. Cette psychose débute à l'âge moyen de la vie sur un fond de caractère paranoïaque. Méfiance, orgueil, hypertrophie du moi, susceptibilité, jugement faux, rigidité du psychisme, souvent à la suite d'un conflit psycho-affectif. On était à table avec ma famille et on discutait, comme tous les repas de famille, de sujets de société, Il se trouve que ce soir-là, c'était ce sujet-là. Et moi, je me suis retrouvé à défendre bec et ongle les personnes trans, en disant que non, c'était pas une maladie psychiatrique, que c'était simplement une autre manière d'être au monde. À l'âge de 17 ans, Morgan a entamé sa transition à l'aide d'un traitement médical. Une transition médicale, quand il était mineur, c'est précisément ce que voudraient interdire des sénateurs, les Républicains. Une proposition de loi en ce sens doit être débattue le 28 mai. C'est la proposition de loi la plus transphobe qu'on ait connue en France. Proposition de loi la plus transphobe, c'est absolument terrifiant. Parce que si on prend l'exemple des États-Unis, qui a d'abord eu cette interdiction de transition des mineurs, et aujourd'hui, c'est un véritable système autoritaire. Comment reconnaître un délire paranoïaque ? Une personne atteinte de ce trouble a tendance à interpréter les actions ou les intentions des autres comme étant délibérément menaçantes, exigeantes ou malveillantes. En conséquence, elle a du mal à se confier aux autres, même s'ils s'avèrent dignes de confiance, de peur d'être exploités ou trahis. La proposition de loi la plus transphobe qu'on ait connue en France. On sait aussi que la violence anti-trans a décuplé. Le délire de persécution est une forme répandue de délire chez les personnes atteintes de troubles psychotiques qui croient être ou avoir été manipulées, être tourmentées, suivies, moquées, espionnées, ridiculisées. Le délire de persécution est le symptôme principal du trouble délirant. Toute cette pression-là et toute cette violence qu'on subit au quotidien fait que notre santé mentale est fragilisée. Les personnes trans sont l'un des groupes sociaux qui attentent le plus à sa vie. C'est-à-dire que selon les chiffres, on est entre 7,5 et 8 fois plus à risque d'avoir des idéations suicidaires ou de passer à l'acte. Ces passages à l'acte-là ne sont pas dus à notre identité, mais c'est vraiment par rapport au climat dans lequel on existe. Mais au final, quel saint prier quand on est persécuté ? Sainte Barbe, fêtée par l'Église catholique le 4 décembre. C'est une des saintes les plus populaires de France. On l'invoque pour demander la protection des personnes persécutées pour leur foi. Et n'est-ce pas une foi ? Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Pensons à l'angoisse de Jésus sur la croix ou à celle des chrétiens persécutés aujourd'hui. Et les trans ne sont-ils pas les chrétiens d'aujourd'hui persécutés ? Face aux peurs que tout croyant peut traverser, Dieu nous donne l'assurance d'être avec nous. En écoutant le témoignage de l'activiste Morgan N. Lucas, nous voyons tout à fait le ressort utilisé par ces gens.
On propose une loi pour protéger les mineurs. Ils auront tout à loisir, à leur majorité, à faire ce qu'ils souhaitent. Et pour imposer leur vision, déjà, ils vont accuser tout contradicteur de transphobie. Cette loi est transphobe. Il n'y a jamais eu de loi plus transphobe que celle-là. C'est la proposition de loi la plus transphobe qu'on ait connue en France. Proposition de loi la plus transphobe, c'est absolument terrifiant. Après, ils vont nous parler du droit à des enfants de prendre leurs propres décisions, à imposer leur vision, en laissant planer systématiquement cette menace de sauter la vie. Sont-ils les seuls à subir un mal-être? Et que recouvrent ces accusations de transphobie? Tout ce petit monde s'appuie sur le rapport contre l'homophobie de 2023. Donc on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Le plus simple, c'est directement d'aller regarder le rapport annuel sur la LGBTophobie qui est diffusé par SOS Homophobie. Le nombre de cas qui a été rapporté à SOS Homophobie se monte à 500. Les tranches d'âge des victimes, les mineurs 13%, les victimes inconnues ou pas de victimes directes à hauteur de 43%. Ça me laisse songeur. Inconnues, pas de victimes directes. Ça correspond à qui? À quoi? Curieux. Les manifestations, là aussi c'est surprenant. 79% sont liés à des rejets et insultes. Que nous dit donc ce rapport? La transphobie est omniprésente. Du regard réprobateur des voisins et des inconnus dans la rue, au mégenrage et au deadnaming dans le cercle familial. Le deadnaming, c'est le fait d'user du prénom de la personne avant sa transition. Si Thérèse s'appelle maintenant Mathéo, si tu l'appelles Thérèse, tu fais du deadnaming, donc tu es dans l'agression, dans l'agressivité. Si tu croises dans la rue cette personne et puis tu es surpris, réprobateur, eh bien tu es dans l'agression encore. Ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est comment il détermine les origines du mal sur Internet. La haine est sans mesure sur Internet à travers les posts et commentaires sur les réseaux sociaux ou les publications d'opinions pseudo-politiques émanant de mouvements, écoutez, conservateurs, religieux, féministes, anti-trans ou politiques d'extrême et d'ultra-droite sur fond de désinformation et de complotisme. X, ex-Twitter et YouTube sont les principaux vecteurs de cette haine en ligne, contexte en tête duquel se trouve la transphobie à 25% en 2023. Cette violence banalisée et non réprimée dans les moyens de communication actuels, sous couvert de liberté d'expression, alimente l'aversion envers les personnes trans. Et cela conduirait à des agressions physiques. Par ailleurs, c'est au début de transition que les hommes, mais surtout les femmes, sont les plus vulnérables. Les femmes trans restent les principales cibles des actes de transphobie. Les hommes regardent Chloé avec dégoût dès qu'ils entendent sa voix. On lui refuse l'accès à des toilettes publiques. On ne nous précise pas si c'était des toilettes publiques pour hommes ou pour femmes. La population n'est pas censée deviner. La transphobie n'est pas réservée aux personnes cisgenres et hétérosexuelles. Ce fléau frappe aussi à l'intérieur même de la communauté LGBTI. Rejet, invalidation, exclusion, agression, toutes ces formes de violence ont des conséquences sur la santé mentale des personnes trans et le suicide est encore malheureusement une réponse pour certaines d'entre elles. On va parler suicide un peu. On va s'intéresser à une population qui en est victime et pourtant tout le monde s'en fiche. Pourquoi on devrait répondre spécifiquement au ouin d'une population minoritaire non déterminée, puisque certains déclarent qu'on est tous un peu trans. Il faut savoir que le recours au chantage au suicide est une vieille méthode que des transsexuels utilisent frauduleusement et s'encouragent mutuellement à utiliser depuis des décennies. Dans son livre sur l'histoire du transsexualisme, l'historienne Joanne Meyerowitz, favorable aux idées trans, soulignait néanmoins comment, dès les années 60, les transsexuels n'hésitaient pas à mentir pour parvenir à leur fin. Ils mentaient aux médecins, adaptaient leurs récits pour qu'ils correspondent aux catégories diagnostiques reconnues.
Pour obtenir une intervention chirurgicale, vous devez dire au médecin que si vous ne l'obtenez pas, vous vous suiciderez. Aussi déplorable et irresponsable que cela soit aujourd'hui encore, des activistes trans en encouragent d'autres à mentir pour parvenir coûte que coûte à leur fin. Recourir à cet argument massu du chantage au suicide pour encourager des expérimentations irresponsables sur des enfants et des jeunes adultes est odieux. Y recourir pour que les autres revendications transidentitaires, pas seulement concernant les enfants ou les jeunes, soient satisfaites, l'est tout autant. Et constatons que le risque de se suicider est plus élevé de 12% chez les agriculteurs et les agricultrices, et ce chiffre explose chez les agriculteurs les plus pauvres. On atteint 57% chez les bénéficiaires de la CMU. 529 agriculteurs et agricultrices se sont suicidés en 2016. Ce nombre est 30% supérieur au taux de suicide dans les autres professions. Les agriculteurs et agricultrices, notamment pauvres, constituent indubitablement une population à risque concernant le suicide. Qui s'en soucie? Faut-il qu'ils se déclarent tous trans pour que la société commence à s'y intéresser? Pourquoi tant d'empressement à faire en sorte que des enfants puissent accéder à des bloqueurs de puberté et à des hormones de synthèse aux effets encore mal connus, puis à des opérations chirurgicales mutilantes si ou elles le souhaitent? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Gaza, les trans sont avec toi. Gaza, les trans sont avec toi. Gaza, les trans sont avec toi. Gaza, les trans sont avec toi.